Ça y est, veuillez vous rincer la bouche, s'il vous plaît. « 1925, le prince de Galles commence son voyage dans le sous-continent indien. Les acclamations qui ponctuent l'arrivée de l'héritier du trône impérial sont la preuve que l'Inde est toujours aussi fidèle à la couronne qu'elle l'était au temps de son arrière-grand-mère, la reine Victoria. Attendez-moi, je reviens. Bien, monsieur. Quelle est donc cette dame qui doit devenir mienne? Voici la dame en question et je vous la donne. Alors, elle est mienne. Ma douce, laissez-moi voir votre visage. Je suis votre mari. Si vous voulez de moi, donnez-moi votre main devant ce révérend père. Tout beau, mon frère, un instant. Laquelle est Béatrice? C'est moi qui réponds à ce nom. Que voulez-vous de moi? Ne m'aimez-vous pas? Moi? Non, pas plus que de raison. Et vous, monsieur, ne m'aimez-vous pas? À dire vrai, non. Pas plus que de raison. Eh bien, sachez, mon cousin, que Margaret et Ursula se sont bien trompées. Car elles m'ont juré que vous m'aimiez. Oh, j'en avais assez de cet abominable public. Moi, je l'ai trouvé plutôt sympathique. Et maintenant, préparons-nous pour une nouvelle transformation. Je veux avoir l'air le plus respectable possible pour aller au bal du C'est gouverneur. tellement excitant tout ça. N'est-ce pas? Monsieur Blunt nous attend, tu crois? Ça vaudrait mieux pour lui. Tu es très engagé avec lui ou je me trompe? Je sais que tu me désapprouves. Ce n'est pas mon rôle d'approuver. Oh, ne sois pas si gnangnan avec moi, Mabel. Tu penses qu'il n'est pas assez bien pour moi, hein? Je renonce à te comprendre, Gerda. Tu as toujours eu beaucoup d'ambition. Et avec ton expérience, tu pourrais... Qui est là? C'est ouvert. Comment? Vous n'êtes pas encore prête? Le prince nous attend. Le jeune prince se plie scrupuleusement à un emploi du temps harassant, dicté par les exigences de ses devoirs. Dans la chaleur étouffante de l'été indien, il arrive à la réception donnée au palais du gouverneur de Calcutta. La voilà enfin. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus envie de danser, Mabel? Ah, crève de chaud à l'intérieur. Alors, avez-vous vu le prince de Galles, monsieur Blunt? Oh non, le prince était beaucoup trop entouré. Nous avons quelque chose à t'annoncer. Oh non, Gerda, tu as promis de... Alistair veut garder le secret envers sa famille, mais il a décidé de m'épouser. Oh, je trouve ça merveilleux.
Félicitations, Monsieur Blunt. C'est pour bientôt? Oui, dans quelques jours. La direction de la banque veut qu'il soit de retour à Londres le mois prochain. Oh, je t'en prie, Alistair, emmène-moi danser. Veuillez nous excuser, mademoiselle Sainsbury Seal. Tout a une fin et le moment de dire adieu est venu. En quittant l'Inde, ce joyau du vaste empire britannique, le prince peut se montrer satisfait du devoir accompli. Nous nous joignons aux remerciements que lui fait le peuple de l'Inde et que Dieu bénisse le prince de Galles. 12 ans plus tard, 1, 2, je lasse mes souliers. 3, 4, je frappe à la porte. 5, 6, je prends des bouts de bois. 7, 8, je les mets bien droit. 9, 10, une boule de grâce. Veuillez vous asseoir, monsieur Poirot. Êtes-vous confortablement installé? Aujourd'hui, nous ne ferons qu'un travail préparatoire, monsieur. Je suis désolée de vous avoir fait attendre. Oh, ce n'est pas grave. Monsieur Morlaix m'a demandé de prendre un autre rendez-vous. Voyons. Que diriez-vous du 6 août à 11h45, mademoiselle Sainsbury Seal? Oui, le 6 août, c'est parfait. Si vous désirez garder la voiture, j'appellerai un taxi. Non, 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 ça ne fait rien. Un peu de marche à pied me fera du bien. Je n'en aurai pas besoin avant 17h30. Garde-la, va donc faire des courses. Pardonnez-moi, ne seriez-vous pas Alistair Blunt, monsieur? Oui. Vous vous souvenez pas de moi? Mabel. Mabel Sainsbury Seal. J'étais une amie de votre femme. Oui. Oui, oui, bien sûr. Maintenant, je me souviens de vous. Oui, à tout à l'heure à la maison, Jane. Je vous ai rencontré aux Indes, souvenez-vous. Gerda et moi, nous étions en tournée. Je viens de rentrer en Angleterre après toutes ces années. Oh, j'ai travaillé assez longtemps pour le compte des missions Zenana. Oui, je suis ravi de vous avoir revu, mademoiselle Sainsbury Seal, mais j'ai un rendez-vous. Je serais heureuse de revoir Gerda. Mademoiselle Seal. Sainsbury Seal, monsieur. Ça alors? Monsieur Amberiotis, je vous demande pardon, je ne vous ai pas reconnu tout de suite. Comme c'est gentil. Je suis venu vous rapporter ceci. Mon Dieu, c'est ma bouillotte de voyage. Que devez-vous penser? Ce monsieur et moi-même, nous avons voyagé sur le bateau qui nous ramenait tous les deux des Indes. Et j'ai tenu à lui prêter cette petite bouillotte pour soulager sa rage de dents. Oh. Merci, je vous en prie. Est-ce que vous vous êtes fait soigner cette dent par un dentiste, monsieur Amberiotis? Non, pas encore.
Ça ne me fait presque plus mal. Ce n'est pas bien du tout. Il ne faut pas attendre à aller voir le mien, Monsieur Morlaix à Harley Street. Et par la plus extraordinaire des coïncidences, j'étais à son cabinet ce matin. Et en sortant, j'ai rencontré quelqu'un d'autre que j'avais connu en Inde et que je n'avais pas revu depuis très longtemps. Sa femme et moi, nous faisions partie de cette troupe dont je vous ai parlé, je crois. Ah oui, oui. Du temps où vous étiez actrice. C'est ça. Et il a l'air d'avoir parfaitement réussi depuis, Monsieur Alistair Blunt. Monsieur Alistair Blunt? Le banquier? C'est fort probable. Quand il a connu Gerda, il travaillait dans une banque, je crois. Gerda? Sa femme. Et nous étions de très bonnes amies. Oh, c'était une bien meilleure actrice que moi. Elle aurait pu faire son chemin dans la profession. Mais elle a laissé tomber pour épouser Alistair. Et j'en ai fait de même pour rester en Inde. Merci, monsieur. Oh, Oui, madame. je m'appelle Sainsbury Seal. J'aimerais voir Madame Blunt, monsieur. Elle vit chez Madame Chapman. Madame Chapman, par ici. La porte 45, celle-ci. Merci infiniment. Gerda, si tu savais comme je suis heureuse de te revoir. Où emmenez-vous ces bagages? Mademoiselle Sainsbury Seal a téléphoné. Elle a déménagé au Carlisle Hotel à Kensington. Elle a demandé qu'on lui envoie ses affaires. Ah, entendu. Allez-y. Ah, ce fichu garçon est encore en retard. Et en plus, il écrase son mégot sur les marches. Les jeunes ne sont plus ce qu'ils étaient. Tous de vrais égoïstes. On ne peut pas compter sur eux. Les filles ne valent guère mieux, d'ailleurs. Gladys ne viendra pas aujourd'hui. Sa tante a eu une attaque, elle a été forcée de partir chez elle. Ça n'est tout de même pas sa faute, voyons. Elle a beaucoup changé dernièrement. Et ce, depuis qu'elle fréquente Frank Carter. Toutes les filles finissent par tomber amoureuses, Henri. Amoureuse. Il ne lui arrive pas la cheville. Et en plus, il fait partie de cette bande de chemises noires. En tout cas, ça ne devrait pas l'empêcher de faire exactement son travail de secrétaire. Qu'elle tombe amoureuse, mais au moment opportun. Bonjour, monsieur Amberiotis. Vous êtes souffrant, monsieur? Pardon? Non. Ça va, sauf que j'ai une rage de dents. Je ne veux rien, merci. 3, 4, je frappe à la porte. 5, 6, je ramasse les bouts de bois. 7, 8, je les mets bien droits. 9, 10, une poule bien grasse. 11, 12, les hommes doivent bûcher.
13, 14, les fils font faire la cour. 15, 16, d'autres chantent dans la cuisine. 17, 18, d'autres font le service. 19, 20, mon assiette est vide. Merci. Bonjour. Bonjour, Gladys est là? Non, je ne l'ai pas encore vu. Je peux l'attendre? Oui, je pense. Entrez. Monsieur Poirot? Jusqu'à la fin de l'année financière. Merci, Charles. Y a-t-il autre chose, monsieur? Il reste encore le problème des obligations. Je pensais que l'affaire avait été réglée. Oui, mais nous n'avons toujours pas fixé la date. Nous verrons. Je pense que c'est tout. Merci, messieurs. La séance est levée. Tout va bien, Lister? Bien sûr, je vais très bien. Puis-je vous déposer quelque part? Non, ma voiture m'attend, je vais chez le dentiste. Oh, je vois. Voilà pourquoi vous étiez de si mauvaise humeur. J'en aurais terminé aujourd'hui, monsieur Poirot. Comme je vous le disais, ce sont les personnes les plus importantes qui sont les plus ponctuelles. Et je dois m'occuper d'une personne très importante ce matin, monsieur Alistair Blunt. Oui, il est toujours à l'heure. Un être exquis et sans prétention. Il renvoie souvent sa Rolls entre à pied à son bureau, comme vous, moi. Et capable de s'offrir la moitié de l'Europe s'il en a envie. Bien. Au revoir, monsieur Poirot. Ça ne s'est pas trop mal passé cette fois-ci? Non, non. Dois-je faire appeler l'ascenseur? Non, 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 merci, je descendrai à pied. Je vous reverrai dans 6 mois. Oh, attendez. Monsieur Blunt? Pardon? Je vous remercie. Je vous en prie. 1, 2, je la suis souillée. 3, 4, je Vous êtes très aimable. C'est tout naturel. Merci infiniment. 7, 8, je les viens bien voir. 9, 10, ne vous pas. J'ai rendez-vous avec Monsieur Morley. Votre nom? Mabel Sainsbury Seal.
fait 3/4 d'heure que j'attends. Monsieur Morlaix devait me recevoir à 12h30. Oui, madame, je sais. Je dois rentrer chez moi à Worthing. Et vous préviendrez, monsieur Morlaix, que je ne suis pas prête de le lui pardonner. Que je ne suis pas prête de le lui pardonner. Oh mon Dieu. Les doigts sont encore crispés sur l'arme. Tout semble prouver à première vue qu'il s'agit d'un suicide. C'est incroyable. Vous pouvez l'emmener. Bien, à vous la parole, mon cher Chap. Il habitait au premier avec sa sœur. Il n'était pas déprimé, ni même malheureux. Vous n'avez rien remarqué de spécial quand vous l'avez vu ce matin? Absolument rien. Il m'a semblé très normal et pas du tout dépressif. Et quand cette tragédie s'est-elle produite? On n'a pas assez d'éléments. Personne n'a entendu de coup de feu. Le corps a été découvert vers 13h30 par le valet Alfred Biggs. À quelle heure M. Morlaix a-t-il fait entrer son dernier patient? À 12h05, semble-t-il. D'après le groom, il s'agissait d'un certain monsieur Amberiotis, résident à l'hôtel Astoria, d'après le carnet de rendez-vous. Savez-vous à quelle heure est reparti ce monsieur Amberiotis? Il est reparti sans se faire accompagner, mais j'ai passé un coup de fil à l'Astoria et monsieur Amberiotis a dit qu'il avait regardé l'heure après qu'il fut sorti et sa montre indiquait 12h25 exactement. Donc, à 12h25, M. Morlaix est encore un homme normal, heureux de vivre et qui exerce son art avec compétence. Et à la minute d'après, c'est un homme désespéré au bout du rouleau et qui se tire une balle dans la tête. Non. J'ai beaucoup de mal à croire que mon frère se soit suicidé. Et ce matin, comment était-il, madame? Comme d'habitude, il ne vous a pas paru soucieux? Il était ennuyé. Il avait eu une journée très chargée et son assistante avait reçu un télégramme l'informant que sa tante avait eu une attaque. Elle est partie pour le Yorkshire par le premier train. C'est son absence qui ennuyait votre frère? Oh, à vrai dire, son assistante est fiancée à un jeune homme peu recommandable. Et Henri était convaincu que c'était le jeune homme qui avait poussé Gladys à prendre un jour de congé. Mais que fait ce jeune homme et comment s'appelle-t-il? Frank Carter travaillait dans une compagnie d'assurance. Il y a quelques semaines, il a perdu son emploi et il a été incapable d'en trouver un autre. Est-ce que votre frère a demandé à son assistante de ne plus le revoir? Oui, c'est exact. Il lui a dit de rompre. Et donc, ce Frank Carter avait des raisons d'en vouloir à votre frère. C'est mademoiselle Neville. Elle vient d'arriver, elle est toute retournée. Et quelqu'un a sûrement voulu se jouer de moi. Et ma tante n'avait pas eu le moindre malaise et elle s'est montrée très étonnée de me voir. Êtes-vous sûr que ce n'est pas votre fiancé qui vous a envoyé ce télégramme? Franck, pourquoi faire? Oh, je comprends. Vous pensez à un coup monté entre nous? Jamais nous ne ferions une telle chose. Dites-moi, mademoiselle, avec qui M. Morlaix avait-il rendez-vous ce matin? Accordez-moi une seconde. Alors, à 10h précises, Madame Soames, plombage d'une molaire. 10h30, une personne âgée, Lady Gregson. À 11h, Monsieur Hercule Poirot. Oh, c'est vous, monsieur. À 11h30, Monsieur Alistair Blunt, le célèbre banquier. Puis Mademoiselle Sainsbury, celle qui vient de rentrer des Indes. À midi, Monsieur Amberiotis. C'est un nouveau patient. Il a pris rendez-vous par téléphone de l'hôtel Astoria. Et à 12h30, Madame Pinner, qui habite à Worthing. Dites-moi une chose, s'il vous plaît. Peut-on entrer dans la maison sans que vous vous en aperceviez? Non.
Impossible, monsieur. Sauf ceux qui possèdent une clé, évidemment. Mais n'importe qui peut sortir de la maison sans être vu. Oh oui, oui. La plupart des gens préfèrent descendre à pied pendant que j'emmène le suivant en ascenseur. Monsieur Amberiotis, vous l'avez vu s'en aller? Non. Je ne me rappelle pas l'avoir vu sortir. Et vous n'avez ouvert la porte à personne d'autre ce matin? Enfin, à part les patients. Si, au fiancé de mademoiselle Neville, il voulait la voir. Il n'a pas du tout été content de ne pas la trouver là. Ah, on ne m'avait pas informé de cela. Eh bien, lorsque je lui ai expliqué qu'elle avait pris sa journée, ça l'a mis hors de lui. Il a voulu voir monsieur Morlaix. Et il est entré dans la salle d'attente. Vous avez dû l'apercevoir, monsieur. Ah oui. Ce jeune homme si énervé qui est resté debout. Je suppose qu'il n'avait pas le temps d'attendre. Je ne l'ai plus revu ensuite. Comment se fait-il, mon cher Jack, qu'un policier de votre compétence ait été appelé pour résoudre une affaire banale de suicide? Alistair Blunt se trouvait là. Monsieur Blunt fait partie de ces gens qui ont droit à certains égards dans ce pays. Vous pensez qu'on aurait pu vouloir se débarrasser de lui? Ça ne fait aucun doute. Les Rouges, pour ne citer qu'eux, et nos vieux amis des chemises noires. C'est Blunt et son groupe qui soutiennent le gouvernement actuel. Oui, c'est plus ou moins ce que je pense. Parlez-moi un peu de ce monsieur Blunt, mon cher inspecteur. Alistair Blunt? C'est lui qui contrôle les intérêts de la famille Arnold en Europe, aussi bien que ceux des banques. Et sa femme était de cette famille. Nous ne resterons pas longtemps chez lui. Je veux voir monsieur Amberiotis. D'après ce que nous avons appris, ce monsieur semble être la dernière personne à avoir vu monsieur Morlaix vivant. C'est déjà la seconde fois cette année que ma pension ne m'a pas été payée le jour dit, Alistair. Tu ferais mieux d'en parler à la banque ou au fondé de pouvoir, Julia. Si seulement ma pauvre chère sœur était encore en vie. Si elle était toujours vivante, vous ne pourriez pas toucher un sou de la rente qu'elle vous a léguée. C'est une très vilaine chose à dire, Jane. Il n'y a rien de vilain là-dedans, c'est la vérité. La vérité est bien souvent vilaine. Je suis désolé, Julia, ce n'est pas de mon ressort. Après que je serai mort, tu hériteras le capital et tu pourras en faire ce que tu voudras. Mais jusque-là... Alors, si je comprends bien, je serai forcée de subsister jusqu'à... Oui, subsister, non vivre. Avec cet obol de rien du tout. Je doute que 25 000 $ par an puisse être considéré comme une simple obole, Julia. Croyez-vous que Rebecca aurait souhaité me voir vivre de votre charité? Ce n'est pas de la charité. Oui, mademoiselle Montressor? L'inspecteur principal Japp et monsieur Poirot désirent vous voir. Ah, veuillez les faire entrer, s'il vous plaît. Bonjour, inspecteur Japp. Bonjour, monsieur. Voici monsieur Hercule Poirot. Je vous connais de réputation, monsieur Poirot. Mais il me semble vous avoir vu quelque part. Oui, ce matin, monsieur Blunt. Dans la salle d'attente d'un dentiste, ce pauvre monsieur Morlaix. Oui, je savais bien que je vous avais déjà rencontré. Pauvre? Oui, monsieur Morlaix fut trouvé mort peu de temps après votre départ, monsieur. Il semble s'être suicidé. Morlaix? Suicidé? Voilà une nouvelle assez inattendue. Oh, veuillez m'excuser, messieurs. Voici ma nièce, mademoiselle Oliveira, et sa mère, madame Oliveira. Mademoiselle, madame. C'est bien la première fois que j'entends parler du suicide d'un dentiste. Ça n'est pas aux États-Unis qu'une telle chose arriverait. Ils sont tous beaucoup trop riches pour se tuer eux-mêmes. Était-il de bonne humeur et bien portant ce matin, monsieur Blunt? Je n'ai pas fait attention. Vous êtes allé le voir souvent? C'était mon 3e ou 4e rendez-vous. Monsieur Blunt, vous souvenez-vous qui vous a donné l'adresse de monsieur Morlaix? Arnold. Un de mes directeurs, Lionel Arnold. Et nous nous demandions s'il ne s'agissait pas plutôt d'un meurtre. Et si ce n'était pas vous qui étiez visé, en fait. Voyons, inspecteur, ça n'a aucun sens. Mais pour l'instant, rien n'a de sens. C'est ça le problème. Bonjour, messieurs. Nous voudrions voir monsieur Amberiotis. Je suis désolé, je crains que ça ne soit pas possible, messieurs. Je ne suis pas de cet avis, mon garçon. Police. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Monsieur Amberiotis est décédé il y a 1h30 de cela.
Intéressant. Quoi donc, docteur Bennett? Monsieur Amberiotis est mort d'une crise cardiaque. Une crise cardiaque? Provoquée par une trop forte dose d'adrénaline et de novocaïne. Trop forte, mais à quel point? Je ne peux pas encore me prononcer. Ces analyses quantitatives prennent du temps. Je vous en dirai plus demain. La novocaïne, c'est ce produit utilisé par les dentistes? Comme anesthésiant, inspecteur. Je suppose que la victime s'est fait soigner chez un dentiste. Mais seulement si la fièvre augmente. Entendu, docteur. On a fait fausse route. Que voulez-vous dire, Jap? Morley injecte par erreur une trop forte dose d'anesthésiant, mais après le départ d'Amberiotis, il se rend compte de sa tragique erreur et ne pouvant la supporter, il décide d'en finir. Avec un revolver que personne n'avait jamais vu. On ne dit pas tout à ses proches. C'est une remarque judicieuse. Eh oui, voilà où nous en sommes. Je dois néanmoins vous avouer que cette théorie ne me satisfait pas. Ne faites pas la tête, Poirot. On ne peut pas avoir un meurtre bien sanglant à chaque fois. Monsieur Morley, suicidé? Je suis très peinée. Je suppose que quelque chose le tourmentait. Nous vivons à une époque si troublée. Vous a-t-il paru préoccupé ce matin, mademoiselle Sainsbury Seal? Bien, je n'en ai aucune idée. C'est difficile à dire. Qui d'autre à part vous se trouvait dans la salle d'attente? Laissez-moi réfléchir. Il y avait seulement un jeune homme quand je suis entrée. Il devait souffrir atrocement parce qu'il marmonnait des phrases mystérieuses entre ses dents. Et tout à coup, il s'est levé d'un bond et il est sorti. À part lui, vous n'avez remarqué personne d'autre? Oh non, j'ai seulement rencontré un monsieur qui descendait à pied quand je suis montée chez monsieur Morley. Ah, maintenant que j'y pense, quand je suis arrivée, j'ai croisé un étranger assez bizarre qui sortait de la maison. C'était moi, madame. Ah, oh mon Dieu, je suis vraiment confuse. Il fait si sombre dans cette pièce, pardonnez-moi. Tous les imprécieux sont d'importance, madame. Je crois que ce sera tout, madame Sainsbury Seal. Et nous vous demanderons peut-être de venir témoigner le jour de l'audition. Oh non, je serais beaucoup trop nerveuse. Non, il n'y a aucune raison, madame. Il vous suffira de répéter ce que vous avez dit. Oh, tout ceci est follement drôle, inspecteur. Ah oui? J'étais comédienne autrefois. On ne m'a jamais confié de grands rôles. Ensuite, j'ai fait une tournée à travers le monde. Oui. Bien, écoutez, si la presse devait publier mon nom, au cas où je serais forcée de venir témoigner, je compte sur vous pour qu'on ne l'écorche pas. Mademoiselle Mabel Sainsbury Seal. Mabel, je l'appelle M-A-B-E-L-L-E. Quelle femme! Je ne pourrai hélas vous accorder que quelques instants, monsieur Poirot. Je vais écouter la Traviata au Covent Garden. Merci, monsieur Arnold. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de la mort de monsieur Henry Morley, le dentiste. C'est bien vous, n'est-ce pas, qui l'avez recommandé à monsieur Blunt? Oui, il me soigne depuis de nombreuses années. Me soupçonneriez-vous de l'avoir tué? Oh, non, 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 non. Quelle idée. Non, mais je me suis demandé si par hasard ce n'était pas à monsieur Blunt qu'on avait réellement voulu s'en prendre. Oh, je ne vois pas du tout ce qui vous fait dire ça. Non. En fait, jusqu'à présent, moi non plus, monsieur Arnold. Mais je ne peux négliger aucune piste. Mais dites-moi, Madame Olivera, la belle-sœur de monsieur Blunt, est une dame formidable, n'est-ce pas? Vous l'avez dit. Oui. Comment Madame Olivera a-t-elle pris le mariage de monsieur Blunt et de sa sœur? Après tout, il n'était qu'un simple employé dans l'entreprise familiale. Pas un simple employé. Alistair présidait le département de nos investissements d'outre-mer. Je ne crois pas que tante Julia voyait les choses sous cet angle. D'ailleurs, lui et Rebecca étaient si amoureux l'un de l'autre. Personne ne le savait, mais à l'époque, elle souffrait déjà de la maladie qui devait l'emporter 4 ans plus tard. Quelle tragédie. Eh oui. Pardon. Je ne vous empêcherai pas plus longtemps d'aller entendre monsieur Verdi. Je vous remercie infiniment de m'avoir reçu, monsieur Arnold. Et je vous souhaite de passer une bonne soirée à l'opéra. Merci.
Bradley dit à Nelly qu'on m'a appelé. J'en ai conclu que M. Orberiotis était mort d'une crise cardiaque, causée par l'injection d'une dose massive d'un mélange de novocaïne et d'adrénaline. Dites-moi, le dentiste qui a soigné M. Orberiotis quelques heures avant qu'il ne succombe, il est mort à son tour, c'est exact? Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Je vous remercie, Dr. Bennett. Merci. Messieurs, il me semble que nous nous trouvons confrontés à un cas de mort naturelle. Un cas bien lamentable d'ailleurs. Où M. Morley a accidentellement injecté à son patient une dose trop massive d'anesthésique, ou l'organisme de M. Orberiotis a mal réagi au produit. Étant donné que M. Morley est mort à son tour, nous n'aurons jamais de réponse à cette question. Néanmoins, messieurs les jurés, c'est à vous qu'il incombe, évidemment, de peser le pour et le contre avant de rendre votre verdict. Mais je dois vous rappeler, messieurs les jurés, qu'avant de vous décider pour un verdict de mort accidentelle, il vous faudra passer en revue tous les témoignages qui vous ont été présentés ici. Personne n'a vu Mademoiselle Sainsbury Seal depuis mardi. Oh, c'est une femme tout à fait charmante et qui semble être très heureuse ici. Je crois me souvenir, monsieur, que cette personne a déjà témoigné dans une autre affaire. Oui, je vous remercie, Beddoes. Mais pourquoi aurait-elle disparu? Vous admettez que c'est curieux? Il n'y a rien d'étrange dans sa vie. J'ai demandé des renseignements sur elle, j'ai reçu un câble de Calcutta cette nuit. Elle a fait une tournée théâtrale là-bas et s'est ensuite vouée aux bonnes œuvres. Elle a travaillé avec les missionnaires. Une femme de caractère, mais certainement pas le genre à être mêlée à un meurtre. Qu'est-ce qu'il y a? Des bas. Taille 40, soit bon marché, dont le prix est de 2 shillings 11 pence. Bon, vous connaissez aussi le prix des bas, Poirot? Monsieur Poirot. Mademoiselle Neville, quelle agréable surprise. Je suis désolée de vous importuner, mais je devais vous voir. J'ai été bouleversée par les conclusions de ce matin. Les choses ne se sont pas passées comme ils l'ont dit. Il n'a pas pu injecter une dose massive au patient. À force, les dentistes connaissent par cœur les doses de chaque produit. Pourquoi ne pas l'avoir dit lors de votre déposition? Je craignais d'être mal interprétée. On aurait pu penser que son geste était prémédité. Je comprends. Nous serons beaucoup mieux chez moi. Venez. J'aimerais avoir quelques précisions sur le télégramme qui vous a forcé à vous absenter ce jour-là. Peut-être avez-vous une idée sur la question? Pas vraiment. Frank, mon fiancé, m'a accusé de m'en être servi pour sortir avec quelqu'un d'autre. Il se montrait soupçonneux et sombre ces derniers temps. Certainement parce qu'il avait perdu son travail et qu'il n'en trouvait pas un autre. Et je suppose qu'il a dû être irrité de voir que vous étiez parti ce jour-là. Oui, mais Frank était venu m'annoncer qu'il avait trouvé un nouveau travail, 2 fois mieux payé. Ah. Sa déception a dû être grande. Et en quoi consiste ce nouveau travail? Eh bien, je sais seulement qu'il est dans un service gouvernemental. Je dois lui écrire à son adresse à Londres. On fait suivre tout son courrier. Oh là! Vous ne trouvez pas tout cela un peu étrange? Si, bien sûr, monsieur. Mais il a dit que c'était comme ça de nos jours. J'aimerais rencontrer votre ami Frank Carter, mademoiselle. Son seul jour de congé, c'est le dimanche. En semaine, il est toujours parti. Eh bien, demain, c'est dimanche. J'en ai jusque-là d'entendre parler de la mort de Morley. Après tout, ce n'était pas un homme aussi remarquable que ça.
Dites-moi, monsieur Carter, qu'étiez-vous allé faire à Harley Street ce jour-là? Je vous ai vu entrer dans sa salle d'attente. C'est vrai. Je voulais à tout prix dire à Morley qu'il devait cesser de monter Gladys contre moi. Que j'avais dégoté un bon travail et que maintenant elle ne devait plus penser qu'à son trousseau. Mais vous ne lui avez pas dit ces choses-là, monsieur Carter. J'en ai eu assez de poireauter dans ce cimetière et je me suis tiré de là. À quelle heure êtes-vous parti? Désolé, je ne m'en souviens pas. Je dois rejoindre mes compagnons dans le cortège. J'ai été ravi de faire votre connaissance, monsieur Carter. J'ai été très content d'apprendre que vous aviez retrouvé du travail. J'espère que cette nouvelle occupation vous plaît. Oh oui, beaucoup. À la semaine prochaine, Gladys. Au revoir. Au revoir, monsieur Carter. J'espère que je ne vous dérange pas, mon ami. Pas le semble. Vous, Poirot. Inspecteur principal. Et que diable faites-vous à Isleworth un dimanche après-midi? Le travail, quoi d'autre? Ah, vous prendrez bien une tasse de thé. Ah oui, merci. Madame Japp n'est pas à la maison? Non, non, non. Elle est à une de ces fichues réunions. L'Institut des femmes, le conseil de la paroisse ou quelque chose dans le genre. Vous voulez du sucre, Poirot? Vous n'auriez pas plutôt un peu de tisane? Ah, pas de chichi, Poirot. Vous avez toujours vos sacrées petites manies. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il? Je voulais savoir si vous aviez retrouvé le télégramme qu'on a envoyé à mademoiselle Gladys Neville. Eh oui, nous venons de le recevoir. Plutôt habile. En fait, la tante habite Richmond, dans le Yorkshire. Or, le télégramme a été expédié de Richmond dans le Surrey, à 2 minutes d'ici. Vous savez ce que je pense, mon ami? Non, quoi? Je pense que cette affaire a été montée par quelqu'un d'intelligent. La thèse selon laquelle Morley s'est suicidé satisfait le commissaire. Et il a clos l'enquête sur la femme disparue? Ah, la disparition de mademoiselle Seal. Non. On est toujours à sa recherche. On la retrouvera tôt ou tard. Un petit sablé? Et je suis sincèrement convaincue qu'on devrait prendre en considération mes sentiments. Tes sentiments ont été pris en considération. Oui, Julia, c'est la vérité. Monsieur Poirot est arrivé, Monsieur Blunt. Merci. Bonjour, Monsieur Poirot. Merci d'être venu si vite. Monsieur Blunt. Bon. Comme il va sans doute être question d'horreur, je n'ai rien à faire ici. Si vous permettez. Je t'attends à la maison, Jane. Madame. Vous connaissez mademoiselle Oliveira, je crois. Oui, c'est exact. Mademoiselle. Asseyez-vous. Merci. J'espère que je ne vous ai pas fait venir pour rien, Monsieur Poirot. Il s'agit de la femme qui a disparu. Je veux parler de cette mademoiselle Sainsbury Seal. Mais... Jane, si tu veux mon avis, c'est sans importance. En fin de compte, tu as dérangé Monsieur Poirot et il n'a pas que ça à faire. S'il vous plaît, Monsieur Blunt, laissez-moi le soin d'en décider. Sainsbury Seal est un nom si pompeux. Voilà pourquoi je m'en souviens. À vrai dire, c'était le jour où mon oncle s'est rendu chez le dentiste. Oh, bien sûr, pas la dernière fois, mais 8 jours avant. J'étais avec lui. La voiture s'est arrêtée à Harley Street et juste au moment où il est descendu, une femme est sortie de la maison du dentiste. Elle était d'âge moyen, avec des cheveux frisés et des vêtements usés. Oh, Monsieur Blunt, je suis sûre que vous ne vous souvenez pas de moi, non? Les gens disent toujours ça, et en fait, je ne me souviens jamais. Vous savez, j'étais une grande amie de votre femme. C'est aussi ce qu'on dit dans ces cas-là. Ça finit toujours de la même façon. Une souscription en faveur d'une œuvre de charité. Cette fois, 5 livres pour aider la mission Zenava. Et elle avait vraiment connu votre femme, Monsieur Blunt? La référence à la mission Zenava me donne à penser qu'elles ont pu se rencontrer. Il y a 4 ans, nous sommes allés aux Indes, peu de temps avant la mort de ma femme. Peut-être l'avons-nous vue à une réception. Je trouve assez étrange qu'elle ait insisté tellement pour que vous la reconnaissiez.
Elle n'a essayé à aucun moment de... Comment dit-on déjà? De vous proposer de la revoir? Non, non. J'avais même oublié son nom jusqu'à ce que Jane le remarque dans les journaux. Ah oui. En tout cas, je me devais de vous mettre au courant, monsieur Poirot. Ça alors, on recherche Mademoiselle Sainsbury-Seal. Allison! Quoi? On parle de la femme qui est venue ici l'autre jour. Mademoiselle Sainsbury-Seal. Ils disent qu'elle a disparu. Vous avez bien un passe sur vous? Non, je n'en ai jamais eu. Ah, on n'a pas de mandat? Mais il lui est peut-être arrivé quelque chose. Et si elle avait pris quelques jours de vacances? Oh non, non, non. Allez-y, sergent. Bon. Madame Chapman? Laissez-nous faire. Madame Chapman? Sergent. Madame? Il n'y a personne? Madame Chapman? Oh! Il y a quelqu'un? J'ai un placard. C'est quoi? Non, j'ai rien. Dois-je l'ouvrir, sergent? Oui, allez-y. Circulez, s'il vous plaît. Je vous préviens, ce n'est pas un spectacle très plaisant. C'est le concierge, il n'a pas tenu le choc, monsieur. Je lui ai demandé de voir le corps pour identifier la victime. Il y a du cognac à côté. Ce n'était pas beau à voir. Qu'avez-vous appris de nouveau, mon ami? L'appartement est au nom de Madame Albert Chapman. Non, je ne sais pas grand-chose, à vrai dire. Elle paye ses factures, elle aime jouer au bridge et se montre aussi discrète que possible. En fait, les voisins disent qu'ils ont rarement eu l'occasion de la voir. Monsieur Chapman est un voyageur de commerce et on ne le voit que très rarement chez lui. Et Mademoiselle Sainsbury-Seal? Elle est passée ici le soir du jour où nous l'avons vue, vers 19h15. La femme du concierge faisait le ménage et elle l'a vue arriver. Elle est revenue une autre fois, d'après le concierge. Ce qu'il y a de sûr, c'est que Sylvia Chapman, ou quelqu'un de ses amis, a assassiné la femme, l'a enfermée dans le coffre et a filé.
Mais pourquoi l'avoir défigurée de la sorte? Simple sauvagerie, peut-être. Ou peut-être aussi pour nous empêcher de la reconnaître. Je ne sais pas. On n'a relevé aucune empreinte digitale. Vous voulez dire qu'on a soigneusement effacé toutes les empreintes après le meurtre? Oui, il n'y a aucun doute. Quelque chose vous tracasse, Poirot? Ouais. Et ça me tracasse plus que vous le pensez. Nous sommes confrontés à un problème insoluble. C'est une banale chaussure en cuir, avec une boucle fantaisie. Qu'a-t-elle de bizarre? Rien. Absolument rien. Mais néanmoins, cela m'intrigue. Des factures au nom de Madame Chapman. Ah. De vieux programmes de pièces de théâtre. Tiens, c'est un prospectus démissionnaire. Nous savons qui l'a amené ici. Le répertoire ne présente pas d'intérêt. En effet, c'est ce que je vois. Salon de coiffure, habilleuse, dentiste Morley, 168 Harley Street. Mais il n'y a rien de bizarre, puisqu'elle connaissait Mademoiselle Sainsbury. Pardon, messieurs. Monsieur Poirot, mais que venez-vous faire ici? Et puis-je vous entretenir un instant? Vous souvenez-vous si votre frère vous a parlé un jour d'une demoiselle Sainsbury Seal ou d'une Madame Chapman? Non. Non, leurs noms ne me disent rien. J'ai réussi à faire du thé avant qu'il n'ait tout emporté. Oh, merci Agnès. Vous en voulez aussi une tasse, monsieur? Non, pas pour moi, Agnès. Non, merci beaucoup. Agnès viendra vivre chez moi à la campagne. Elle fait magnifiquement bien la cuisine et elle pourra s'occuper de mon intérieur. Pardon, monsieur. Oui, Je voudrais savoir oui. si on n'a rien découvert de nouveau sur la mort du maître, monsieur. Non, il n'y a rien de nouveau pour l'instant. Pense-t-on toujours qu'il s'est tué parce qu'il avait commis une erreur avec ses drogues? Oui. Et pourquoi cette question? Je voulais... Agnès? Je voulais seulement en être sûre. Agnès! Ah, bonjour, mon ami. Oh, je n'ai pas le temps, Poirot. On a retrouvé monsieur et madame Chapman. Ah oui, où ça? Ils ont pris une chambre à l'hôtel Montagu ce matin. L'hôtel Montagu de Bloxbury? Eh bien, en effet. Je trouve bizarre qu'ayant pris la fuite après le meurtre de Mademoiselle Sainsbury Seal, il n'ait pas été plus loin. Il faut s'attendre à tout avec un criminel, Poirot.
Ouvrez la porte. Qui est là? Police. La police. Ouvrez la porte, monsieur Chapman. N'opposez pas de résistance et tout ira bien. Êtes-vous monsieur Albert Chapman? Oui. C'est madame Chapman? Oui. Mais que signifie cette intrusion? C'est moi qui pose des questions. Habitez-vous au numéro 45 de Litchfield Court à Battersea, dans Non. le comté de... Comment ça, non? Et c'est non. Dis-le lui, Beryl. Beryl? Et oui, je m'appelle Beryl, pourquoi? Et nous savons que vous vous appelez Sylvia, madame Chapman. Je peux savoir de quoi vous voulez parler? Nous habitons Birdley Salterton. Et non à l'adresse à laquelle vous faites allusion. Vous êtes en mesure d'en faire la preuve? Ben non. Si, j'en ai une. Surveillez-le, Beddoes. Qu'est-ce que c'est? Notre certificat de mariage, monsieur. Oui, nous nous sommes mariés ce matin. Je jure par Dieu Tout-Puissant de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Vous êtes monsieur John Liatheran? Oui, monsieur. Et vous êtes dentiste? En effet. J'ai repris le cabinet et les patients de feu monsieur Henry Morley au 168 Harley Street. Je vois. On a récemment fait appel à vous pour examiner le corps de la défunte à des fins d'identification. Est-ce exact? Oui, monsieur. La police pensait qu'il s'agissait du corps de mademoiselle Sainsbury Seal, une patiente du docteur Morley. Je comprends. Vous avez depuis, comme vous l'avez dit, la clientèle de feu monsieur Morley. Oui, monsieur. Et aussi leur dossier dentaire. C'est exact. Et avez-vous pu identifier la victime en vous basant sur ces dossiers? En effet, monsieur. Ce n'était pas mademoiselle Sainsbury Seal, c'était madame Sylvia Chapman, une autre patiente de monsieur Morley. L'honnête Mabel Sainsbury Seal nous a bel et bien possédés. Jamais je ne l'aurais cru capable de commettre un meurtre, mais c'est pourtant vrai. Ce n'est pas Sylvia qui a tué Mabel, c'est Mabel qui a tué Sylvia. Peut-être. Et je me demande si on n'a pas supprimé Morley pour éviter qu'il identifie la victime. Mais comme on vient de nous l'expliquer, les dossiers ne seraient pas perdus. C'est vrai. Et quoi qu'il en soit, je me remets au travail. Inspecteur principal, ce matin j'ai reçu une lettre de Monsieur Blunt. Il m'a invité à sa maison de campagne. Il veut peut-être me confier une mission. Vous voyagez de plus en plus dans les hautes sphères, Poirot. Merci. Hélène ne dîne pas avec nous ce soir? Je lui ai fait comprendre qu'il valait mieux qu'elle aille se reposer plutôt que de se tracasser à trouver une robe de soirée et venir nous rejoindre. Et elle n'a pas protesté. Ah, j'avais cru que cela pourrait la distraire. Je ne comprends décidément pas pourquoi tu as besoin d'une secrétaire pendant ton week-end. Je viens de l'engager et elle a beaucoup de choses à apprendre.
Monsieur Poirot, il y a certaines choses dont je ne suis pas entièrement satisfait. Qu'attendez-vous de moi, monsieur Blunt? Je veux que vous retrouviez mademoiselle Sainsbury Seal. Morte ou vive? Vous la croyez morte? Je pense qu'elle pourrait être morte. Pour quelle raison? Ou à cause d'une nouvelle paire de bas de soie que j'ai découverte. Non, vous êtes un homme étrange, monsieur Poirot. C'est exact. Très étrange. Pour tout vous dire, je suis méthodique, ordonné et logique. Et je ne tourmente pas les faits pour les faire coller à ma théorie. Bonjour. Bonjour, monsieur Poirot. Vous avez bien dormi? Oh, parfaitement, monsieur Blunt, merci. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur Poirot. Je préférerais ne pas accepter d'invitation pendant la durée du séjour de vos parentes, monsieur Blunt. Bonjour. Julia, je crains que vous n'ayez blessé les sentiments d'Hélène. Pour l'amour du ciel, Alistair, ce n'est qu'une secrétaire. J'ai remarqué que vous avez un jardinier que vous avez engagé depuis très peu de temps. Oui, ça fait seulement 2 semaines qu'il est là. Dites-moi, savez-vous d'où il vient? J'ai peur que non. C'est McAllister, le chef jardinier, qui s'occupe de ça. Comment s'appelle-t-il? Je n'en sais trop rien. Dunning, Sainsbury, un nom comme ça. Il semblerait que beaucoup de gens vous en veuillent, oncle Alistair. Ah, vraiment? Qu'est-ce que tu lis? Ah oui, le débat de la Chambre des communes. Ce n'est que Archerton. Si nous le laissions faire, l'Angleterre ferait banqueroute en 1 semaine. Savez-vous qu'il y a plus de 2 millions de chômeurs dans notre pays? On ne peut hélas pas faire d'omelette sans casser des œufs, Jane. D'ailleurs, notre économie se porte plutôt bien. La production industrielle a progressé de 3% l'année dernière. Ne fais pas attention à ce que raconte Jane. Tu sais comment sont les jeunes filles aujourd'hui. Elles assistent à des soirées dans des studios. Et de retour à la maison, elles racontent tout un tas de bêtises. Maman. J'ai peur d'être un des derniers survivants de la vieille garde, monsieur Poirot. Et si jamais la vieille garde devait être remplacée, qu'arriverait-il? Remplacée? Je vais vous dire. Une bande de fous tenterait des expériences très dispendieuses. Ce serait la fin de la stabilité, de la solvabilité et du simple bon sens. Oh. Nous sommes particulièrement fiers de l'originalité de notre jardin. Cela représente beaucoup de travail, mais c'est une fin qui justifie les moyens. Ce parterre de fleurs est magnifique. Oui, mais elles sont très belles cette année. Tenez, voici une espèce rare. Juste ciel. Oh, Dieu. Lâchez cette arme! Ce n'est pas moi, je vous assure. Ah non! Vous tiriez sur les moineaux, j'imagine! Oh, monsieur Blunt! Je l'ai pris sur le fait!
Non, je commençais les bordures. J'ai entendu tirer, l'arme est tombée à mes pieds, je l'ai ramassée et cette sale vache m'a ceinturé. Cela suffit, Dunning. Dunbury, je ne sais plus comment vous... Il s'appelle Frank Carter. Ah, vous voulez me faire porter le chapeau, mais ce n'est pas moi qui ai tiré. Dans ce cas, qui a tiré? Comme vous le voyez, il n'y a personne ici à part nous quatre. Vous devriez essayer de vous calmer, mademoiselle Neville. Ils ont commencé par accuser Frank d'avoir voulu tuer Monsieur Blunt. Et voilà qu'il accuse du meurtre de ce pauvre Monsieur Morley. Du sucre? Non, merci. J'étais là-bas, vous savez, à Hexham, quand on a tiré sur Monsieur Blunt. C'est à cause de ces chemises noires. Ils passent leur temps à défiler drapeaux en tête, sans parler de leur salut ridicule. Ils endoctrinent de pauvres malheureux comme Frank, jusqu'à ce qu'ils soient convaincus qu'ils sont de véritables patriotes. Est-ce le système de défense de Monsieur Carter? Non, ils refusent de me laisser le voir, évidemment. Il y a un avocat qui s'occupe de lui. Il m'a répété ce que Frank lui avait dit. Il a vu, semble-t-il, un individu dans un bar qui lui a dit appartenir au service secret. Il lui a proposé ce travail formidable. Il devait accepter cette place de jardinier pour écouter les conversations des autres jardiniers. À lui de dénicher ceux qui étaient des militants communistes. Et il devait lui-même se faire passer pour un rouge. Et son défenseur est d'avis, je suppose, que son client ferait beaucoup mieux de trouver une histoire plus plausible. Les avocats. Si vous saviez comme ils sont difficiles. Mademoiselle Neville, j'aimerais que vous me parliez de la femme de chambre, Agnès. Je ne la connais pas du tout. Mademoiselle Morley ne l'a jamais autorisée à me parler. Pourquoi cette question? Elle m'a envoyé une lettre et je vous avoue que je ne sais pas pourquoi. Merci. Votre thé, madame. Merci. Pardonnez-moi de vous avoir prié de me retrouver ici, mais il valait mieux que vous ne veniez pas à la maison, monsieur. S'il m'avait fallu parler devant mademoiselle Morley, elle m'aurait sans doute reproché de ne pas l'avoir dit avant. Mais la cuisinière et moi, nous avons lu dans les journaux que notre pauvre patron s'était suicidé parce qu'il avait mal dosé l'anesthésique et que tout était clair. N'est-ce pas, monsieur? Quand avez-vous commencé à avoir un autre avis? Quand j'ai vu dans le journal que ce Frank Carter avait tiré un coup de feu sur ce monsieur. Je veux dire, jusqu'à ce jour-là, nous ne pensions pas qu'il avait fait du mal à monsieur Morley. Nous avions juste trouvé ça bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre, Agnès? Eh bien, ce matin en question, le jour où monsieur Morley s'est suicidé, j'avais envie d'aller voir s'il y avait du courrier pour moi, malgré l'interdiction de mademoiselle. Et au moment où je me préparais à descendre, j'ai jeté un coup d'œil en bas. J'ai vu ce Frank Carter. Il était sur les marches de l'escalier. Il était là, debout, il semblait attendre. Tout à coup, il a eu l'air de se décider et il a dévalé les marches en direction du cabinet du maître. Et je me suis dit à moi-même que le maître n'allait pas aimer ça. Agnès! Mais juste à ce moment-là, la cuisinière m'a appelée et je suis revenue sur mes pas.
Ensuite, j'ai entendu un coup de feu. Et ça m'a tellement retourné que j'ai totalement oublié ce détail. Dites-moi, Agnès, êtes-vous certaine d'avoir vu Frank Carter entrer dans le cabinet de Monsieur Morlaix? Oui, monsieur, j'en suis sûre. À quelle heure précisément? Il devait être 12h30, monsieur. Laissez-moi voir Frank Carter. Que mijotez-vous encore? Vous ne voulez pas? Pourquoi diable voulez-vous le voir? Pour lui demander s'il a vraiment tué Morlaix? Oui. Et vous pensez qu'il vous le dira s'il l'a fait? Ce n'est pas impossible, en effet. Cela signifie donc que vous avez découvert quelque chose qui tendrait plus ou moins à prouver qu'il est innocent. Vous devriez jouer le jeu avec nous, Poirot. Je fais preuve d'une loyauté absolue envers vous. Je vous en prie, croyez-moi. C'est un odieux mensonge, vous l'avez payé pour dire ça. Ce n'est pas en criant et en m'insultant que vous vous tirerez d'affaire. Agnès racontera sa petite histoire et personne ne la mettra en doute. Vous vous trouviez dans l'escalier et elle vous a bel et bien vu foncer tout droit dans la pièce de Monsieur Morlaix. Qu'est-il arrivé ensuite? C'est un mensonge! Non. Ce n'est pas un mensonge. Si vous n'avez pas tué Monsieur Morlaix, votre seule chance de salut est de me dire maintenant la vérité sur ce qui est arrivé ce matin-là. D'accord, mais malheur à vous si vous m'enfoncez. Je suis allé chez lui. Je suis monté dans l'escalier pour attendre tranquillement qu'il soit vraiment seul. Un barbu est sorti du cabinet et a descendu l'escalier. Je venais à peine de décider d'entrer quand un autre homme en est sorti et est descendu également. Je savais que je devais faire vite. J'ai foncé jusqu'à sa porte et je suis entré sans frapper. J'étais bien décidé à m'expliquer avec lui. Mais il était étendu par terre, mort. Il avait un trou à la tempe avec autour du sang coagulé. Son corps était froid. J'ai vite compris que j'étais dans le pétrin. On allait m'accuser du crime. Je n'avais rien touché, sauf sa main et le bouton de la porte. J'ai essuyé des deux côtés avec mon mouchoir avant de m'en aller. Il n'y avait personne dans le hall. Je suis sorti et je me suis éloigné aussi vite que j'ai pu. Je vous dis la vérité, Morlaix était déjà mort, croyez-moi, Monsieur Poirot. En me disant toute la vérité, vous avez réussi à vous éviter la pendaison. Ça, c'est vous qui le dites. Ils refuseront de me Monsieur croire. Carter, ce que vous avez dit confirme ce que je supposais être vrai. Vous pouvez me faire confiance. Jap? Ah, c'est vous, Poirot. Oui? Oui? Quoi?
Non, Poirot. Il faudra que je demande l'autorisation. Allez-y. Oui? Je ferai de mon mieux. Je compte sur vous, mon ami. Monsieur Hercule Poirot, monsieur. Merci. C'est de mademoiselle Sainsbury Seal qu'il s'agit, vous l'avez trouvée? J'espère que vous n'y verrez pas d'objection, monsieur Blunt, mais j'ai prié d'autres personnes de se joindre à nous. Je refuse de sortir dans la rue avec les menottes au poing. Et moi, je vous dis que vous sortirez dans la rue avec ces jolis bracelets. J'espère que la chose est d'importance, Alistair. Ce petit détective belge nous a fait parvenir un message insolent. Mère. Mademoiselle Neville, monsieur. Mademoiselle Neville? Y en a-t-il encore beaucoup, monsieur Poirot? Si c'est le cas, nous serons mieux dans la salle du conseil. La salle du conseil est libre, mademoiselle? Oui, monsieur Blunt. Franck! Allons, pas de ça. Cet homme est un prisonnier de la couronne. N'ayez plus de respect. Eh, venez. Mesdames et messieurs, merci d'être là. 3 personnes sont mortes depuis le début de cette affaire. Pauvre monsieur Morley, pauvre monsieur Amberiotis et pauvre mademoiselle Sainsbury Seal. Elle n'avait pas disparu? Non, mademoiselle. En fait, mademoiselle Sainsbury Seal était morte avant même que ne commence cette enquête. Le concierge de Lichfield Court nous a dit que mademoiselle Sainsbury Seal avait rendu visite à madame Chapman. Il l'a conduite à l'appartement et l'a vue entrer. Mais elle n'en est jamais ressortie. Mademoiselle Sainsbury Seal n'a plus jamais été revue jusqu'à ce que la police ouvre la porte de la penderie de madame Chapman. Alors c'est bien Mabel Sainsbury Seal que vous avez trouvée dans l'appartement? En effet, c'était bien elle. Il s'agissait d'un astucieux bluff à double détente. Et si on l'a défiguré, c'est pour nous pousser à nous poser des questions sur l'identité de cette femme. Mais pour moi, toute l'affaire a débuté par un soulier. Au moment où je sortais du cabinet de M. Morley, un taxi s'est arrêté. La porte s'est ouverte et j'ai aperçu le pied d'une femme qui s'apprêtait à descendre. C'était un pied bien proportionné avec une très jolie cheville. Elle avait des bas coûteux et de qualité. Le soulier était neuf d'un cuir verni qui luisait au soleil et orné d'une grande boucle. Bientôt, je vis la dame à qui ce pied appartenait et, pour être franc, j'ai eu une terrible déception. Alors que mademoiselle Sainsbury Seal descendait du taxi, elle a heurté une des boucles qui s'est détachée. Je l'ai alors ramassée et la lui ai rendue. C'est très aimable à vous. Je vous en prie, madame. Oh, Laissez-moi faire. merci. À votre service, madame. C'est très gentil à vous. Et voilà. C'était tout. L'incident était clos. Oh, je suis désolée. Veuillez m'excuser de vous déranger, monsieur Blunt. Je viens de terminer. Vous permettez que je m'en aille? Non, s'il vous plaît. Mademoiselle Montresor, joignez-vous à notre petite fête. Monsieur Poirot est en train de nous exposer des théories fort intéressantes. Je vous en prie. Allez-y, Poirot. Merci. Quand l'inspecteur principal Jupp
m'a emmené avec lui à Lichfield Court, à cause du corps qu'on y avait découvert, la première chose que j'ai remarquée fut un vieux soulier à boucles. Eh bien? Vous n'avez pas tout à fait saisi, Monsieur Blunt. C'était un vieux soulier. Un soulier qui avait été porté longtemps. Mais voyez-vous, mademoiselle Sainsbury Seal s'était rendue à cet appartement dans la soirée du jour où Monsieur Morley avait été assassiné. Ainsi, le matin, il y avait un soulier neuf et le soir, il y avait un vieux soulier. Quelle est l'importance de tout ça? Eh bien, mademoiselle, Poirot n'aime pas ce qui ne peut pas être expliqué. Madame Chapman chaussait du 36. Je savais que mademoiselle Sainsbury Seal, dont les bas étaient du 2, devait vraisemblablement porter du 38. Je décidai alors de réexaminer le cadavre. Je pensais que le visage avait été réduit en bouillie pour dissimuler le fait que c'était vraiment le cadavre de madame Chapman revêtu des habits de mademoiselle Sainsbury Seal. Mais non, le soulier du cadavre était du 38. Ce qui semblait indiquer en fin de compte que c'était le cadavre de mademoiselle Sainsbury Seal. Mais alors pourquoi l'avait-on défiguré? Par coïncidence, le dentiste de mademoiselle Sainsbury Seal était aussi celui de madame Chapman, monsieur Morley. Mais il était mort. Néanmoins, les dossiers devaient toujours exister. Et le successeur de monsieur Morley devait être capable de nous dire si le cadavre était celui de mademoiselle Sainsbury Seal. D'après ces dossiers, pouvez-vous identifier le cadavre? Oui, monsieur. Ce n'est pas mademoiselle Sainsbury Seal. C'est madame Sylvia Chapman, une autre cliente de monsieur Morley. Mais s'il s'agissait vraiment du corps de madame Chapman, pourquoi était-elle revêtue des habits de mademoiselle Sainsbury Seal? Une énigme captivante, n'est-ce pas? Donc, je me suis à nouveau intéressé à mademoiselle Sainsbury Seal que j'avais rencontrée, ainsi que l'inspecteur principal Japp. Autrefois, j'étais actrice. Oh, bien sûr, rien que des petits rôles. Ensuite, j'ai fait une tournée à travers le monde et Et bien que son aspect extérieur et ses propos fussent en parfait accord avec le personnage qu'elle jouait, je suis maintenant convaincu que la mademoiselle Sainsbury Seal que nous avons rencontrée est celle qui vous a abordé, monsieur Blunt. Vous ne vous rappelez pas de moi? Mabel, Gerda et moi étions en tournée ensemble. Est-ce que vous me reconnaissez, monsieur Blunt? Selon vous, mademoiselle Sainsbury Seal aurait été assassinée et une autre personne aurait pris son identité? Précisément. Il s'agit d'un jeu très dangereux, n'est-ce pas? Mais dont le profit est très élevé. Profit? Mais quel profit? Encore un peu de patience, s'il vous plaît, madame Olivera. On a peut-être tué mon maître parce qu'il aurait été capable d'identifier le cadavre de mademoiselle Sainsbury Seal par ses dents. Peut-être. Néanmoins, nous devons considérer les faits et rien que les faits. Au début, nous pensions que le corps de M. Morley avait été découvert par Alfred vers 13h30. Mais je sais maintenant que le corps a été découvert d'abord par M. Frank Carter, et ce, 1 heure plus tôt, vers 12h30. Il s'est passé 2 choses entre la mort de M. Morley et la découverte de son corps par M. Carter. La dame dont j'avais ramassé la boucle de son soulier fut introduite dans le cabinet de M. Morley. Pendant que son complice emmenait le corps dans le bureau de la secrétaire, la seconde, mademoiselle Sainsbury Seal, changeait les étiquettes sur les dossiers de M. Morley pour s'assurer que le corps serait identifié comme étant celui de madame Chapman. Puis, elle s'en va. Alfred fit entrer le patient suivant dans le cabinet de M. Morley. Or, M. Amberiotis n'avait jamais rencontré le dentiste. Elle me tourmente depuis le jour où je me suis embarqué. Notre assassin
pouvait donc se faire passer pour Monsieur Morlaix. Le faux dentiste prévient Monsieur Amberiotis qu'il est préférable de pratiquer une anesthésie. Il lui administre donc une injection contenant une dose de novocaïne et d'adrénaline suffisamment forte pour le tuer 6 heures plus tard. Pour quelle raison? Pourquoi aurait-il voulu tuer cet homme? Parce que Monsieur Amberiotis avait appris un secret de Mademoiselle Sainsbury Seal. Un terrible secret. Qui pouvait faire de lui un homme riche. Je voudrais parler à Monsieur Alistair Blunt. Voyez-vous, Merci. Monsieur Amberiotis était un maître chanteur. Seriez-vous sincèrement en train de suggérer qu'Amberiotis essayait de me faire chanter? Comment pouvez-vous affirmer une telle chose? Alistair n'a aucun secret. Avec tout le respect que je vous dois, Madame Olivera, là-dessus, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Monsieur Blunt a un secret très lourd. Un secret qui doit être gardé à tout prix. Et quand on veut se débarrasser d'un maître chanteur, il n'existe qu'un seul moyen, le faire taire une fois pour toutes. À tout jamais? Hélas, non. Monsieur Amberiotis devait disparaître. Et Monsieur Blunt avait remarqué le nom de Monsieur Amberiotis sur l'agenda de Monsieur Morlaix. Son maître chanteur et lui avaient le même dentiste. Ah, ce sera tout pour aujourd'hui. Veuillez vous rincer la bouche. Vous avez donc imaginé un plan très habile, Monsieur Blunt. Un plan vraiment très habile. Vous attendez que Monsieur Morlaix ait fini de vous soigner? Puis, vous le tuez. Pendant que les fiches dentaires sont falsifiées, vous emportez le corps dans le bureau de la secrétaire. Comme je l'ai déjà dit, Monsieur Amberiotis ne connaissait pas Monsieur Morlaix. Il n'avait donc aucune raison d'avoir des soupçons. Vous lui administrez l'injection fatale. Et après son départ, vous ramenez le corps de Monsieur Morlaix dans la pièce. Et vous disposez tout pour que ça ait l'air d'un suicide. Je sais, Monsieur Poirot, que vous jouissez d'une grande réputation. Mais dans cette affaire, vous vous trompez du tout au tout. Allez-y, remettez ce monsieur à sa place. La famille de Monsieur Blunt se range entièrement à ses côtés pour faire bloc avec lui. Je suis ravi de vous l'entendre dire, Madame Olivera. Mais voyez-vous, lorsque Monsieur Blunt a épousé votre sœur, Mademoiselle Rebecca Arnold, il n'a pas été tout à fait honnête avec elle, non, ni même avec sa famille. Parce que, comme Monsieur Amberiotis l'a pris de la véritable Mademoiselle Sainsbury Seal, Monsieur Blunt était déjà marié avec une autre. Un instant. Il n'y a aucune raison pour que vous écoutiez ces balivernes. Non, non, Monsieur Blunt. Vous avez été ébloui par la famille Arnold. Oh, pas pour leur fortune, mais pour le pouvoir. Et aveuglé par la perspective de le détenir un jour, vous êtes devenu bigame, avec l'agrément de votre première femme, votre véritable femme. Quel magnifique portrait vous avez là, Monsieur Blunt. Il serait parfaitement à sa place dans n'importe quel autre salon. Quelle hypocrisie. Monsieur Blunt se tenant debout derrière son épouse bien-aimée, Rebecca Arnold. Quoi qu'il en soit, mesdames et messieurs,
je vais vous montrer la copie conforme du certificat de mariage entre M. Martin Alistair Blunt et une célèbre comédienne de l'époque, mademoiselle Gerda Alexandra Grant, et qui fut célébré le 25 avril 1925. Et mademoiselle Gerda Grant est toujours vivante. Eh oui. Et à vrai dire, elle se trouve justement avec nous. Et quand je vivais, j'étais votre femme. Et quand vous aimiez, vous étiez mon autre mari. Laquelle est Béatrice? C'est moi qui réponds à ces noms. Que voulez-vous savoir? Ma foi, non. Pas plus que des raisons. Voyons, ne sois pas si collémenté, mais tu trouves peut-être qu'il n'est pas assez bien pour moi. Allons, viens, Alistair, j'ai envie de danser, danser, danser. Gerda jouait avec passion, n'est-ce pas, Gerd? C'est en effet sur votre talent de comédienne, mademoiselle Montressor, que reposait toute cette duperie. Vous avez sciemment accepté la bigamie de votre mari pendant qu'il contractait mariage avec la fortune Arnold. Vous avez pris l'identité de madame Sylvia Chapman. Oh, Gerda, après toutes ces années... Oh, quelle joie, Mabel. Ne reste pas là. Je t'ai apporté quelques fleurs. En rencontrant votre mari, mademoiselle Sainsbury Seal signa son arrêt de mort. Vous avez tué de sang-froid votre vieille amie. Va t'asseoir au salon, j'arrive tout de suite. Bien. Votre talent de comédienne fut à nouveau mis à contribution dans le rôle de la fausse Mabel. Oh. Je vous remercie. Mais je vous en prie, madame. Malheureusement pour vous, ce fut Hercule Poirot qui, ce jour-là, ramassa la boucle de votre soulier. Ayant réussi à donner le change à l'inspecteur principal Japp et à moi-même, ou du moins, le pensiez-vous, vous avez saisi l'occasion pour vous rapprocher le plus possible de votre mari. Et sous l'identité d'Hélène Montressor, vous l'avez rejoint en devenant sa nouvelle et efficace secrétaire. Nous n'y pouvons rien, ma chérie. Ce sont des gens ordinaires et dépourvus d'imagination. Ils sont incapables de nous comprendre. J'aimerais vous faire connaître ce que fut ma rencontre avec Rebecca et notre mariage, Monsieur Poirot. Gerda a saisi, n'est-ce pas, ma chérie? Nous aurions pu nous remarier après la mort de Rebecca, mais nous nous étions piqués au jeu. Gerda a la comédie dans le sang et ne supportait pas l'idée de ne plus jouer qu'un seul rôle. Oui. C'est vrai, j'ai tué 3 personnes et je m'attends à être pendu, mais n'ai-je pas rendu service à l'Angleterre? Je l'ai aidée à rester forte et à rester solvable. J'ai tout fait pour qu'elle échappe au dictateur. On a encore besoin de moi dans ce pays pour maintenir la paix et le bien-être de chacun. Ai-je bien entendu ce qu'il vient de dire? Il faut pas m'oublier. Il allait me laisser pendre. Précisément. Monsieur Blunt, avec son efficacité habituelle, avait prévu en cas d'insuccès une seconde ligne de défense. Si ça devait tourner mal, c'est vous, Monsieur Carter, qui auriez servi de bouc émissaire. Sachez, monsieur, que Monsieur Blunt connaissait les sentiments de Monsieur Morley envers vous. Alors il se débrouille pour que vous soyez engagé d'une façon mystérieuse comme jardinier. Non, ce parterre de fleurs est remarquable. Quoi de plus simple pour Hélène Montressor que de tirer un coup de feu dans votre direction? De laisser tomber l'arme à vos pieds pour que vous la ramassiez. Lâchez cette arme! Au secours! Ah, Monsieur Blunt! Vous êtes pris sur le fait. Et personne, évidemment, ne prendra au sérieux votre invraisemblable histoire sur un soi-disant engagement par les services secrets. Non.
En ce qui concerne M. Blunt, peu importe que vous passiez ou non toute votre vie en prison. Pourquoi devrais-je me soucier d'individus comme lui? Eh bien, M. Blunt, c'est précisément sur ce point que nous différons. Pour moi, les vies de ces 3 personnes que vous avez tuées sont aussi importantes que la vôtre. Monsieur Blunt, vous parlez du maintien de la paix dans ce pays extraordinaire. Oui, c'est bien beau tout ça. Mais Poirot n'est pas là pour s'occuper de nations. Poirot est là pour s'occuper uniquement de tous les êtres humains qui ont le droit de rester en vie comme tout un chacun. Martin Alistair Blunt et vous, Gerda Alexandra Blunt, je vous arrête sous inculpation de meurtre. Un instant. Oh mon Dieu, ma pauvre chère sœur. Je ne sais pas pourquoi je pleure. N'y pensez plus, mère. Je ne l'ai jamais aimé de toute façon. Pourquoi on ne rentre pas chez nous? À New York. Ça aurait pu être moi, tu sais. Je crois qu'à l'avenir, je ferais mieux d'avoir l'œil sur toi, Frank Carter. Tu n'es pas en sécurité quand tu es tout seul. Les services secrets. Vous voyez, Poirot, où mènent les tentations de l'argent et du pouvoir. Voulez-vous que je vous dise? Mais faites, mon cher Job. Eh bien, ça nous fait réfléchir. Ils ne sont pas mieux que nous, si on y pense bien. Ce sont les petits qui font surtout avancer les choses. Les petits comme vous et moi. Ah, et pardon, mon ami, tous ne sont pas petits. Tout particulièrement Poirot.